les signes cliniques élémentaires de l'examen respiratoire qui vous permettront, avant même la réalisation d'examens complémentaires, de vous orienter vers telle ou telle étiologie. Alors à l'inspection, vous entrez dans la chambre du patient, vous pouvez le retrouver en position du tripode, comme sur cette photo. Le patient est en position assise au bord du lit, les bras écartés, de façon à faciliter un petit peu le travail du diaphragme. En position assise, effectivement, il n'y a pas besoin de lutter contre la pression intra-abdominale qui est augmentée en position allongée. Ensuite, l'orthopnée, c'est un signe d'examen très important et surtout très fréquent. C'est la dyspnée de décubitus, la dyspnée en position allongée, qu'on retrouve chez les patients insuffisants cardiaques. Et puis une situation beaucoup plus rare, c'est la platypnée orthodéoxie, donc c'est la dyspnée en position assise ou debout, qu'on retrouve notamment en cas de shunt droit-gauche. Et puis on trouve ça de façon assez prononcée, notamment lorsqu'il y a une réouverture d'un foramen ovale perméable, brutal, qui peut survenir par exemple après une pneumonectomie, mais là il s'agit d'une situation rare. Avant même tout examen, vous regarderez le malade et vous pourrez dire qu'il est distendu. Alors la distension, c'est quoi? C'est finalement une augmentation du volume du thorax qu'on va observer chez les patients emphysémateux. Vous avez dans l'emphysème donc des zones de destruction du parenchyme pulmonaire en périphérie qui vont être remplacées par de l'air, par des bulles d'air. Alors sur une radio par exemple, ici vous observez un espace clair rétrosternal très important, et puis moins sur cette radio, mais on peut le voir parfois, un espace clair rétrocardiaque important. Donc ça c'est une radio typique de patients emphysémateux distendus. Et puis si vous le regardez sans avoir la radio, vous voyez que le diamètre antéro-postérieur est augmenté chez ce patient distendu. Chez le patient distendu aussi, forcément la distance qui sépare le manubrium sternal de la trachéée sus-sternale va être diminuée avec une limite à 3 cm. À l'inspection, vous regarderez aussi la morphologie du thorax. Vous pouvez avoir une dépression ou une protrusion du sternum suivant que vous avez un pectus excavatum ou un pectus carinatum. Ce n'est pas des situations très fréquentes. Et vous comprenez bien qu'en cas de pectus excavatum, par exemple, vous pouvez à terme évoluer vers une insuffisance respiratoire restrictive, donc avec une diminution des volumes pulmonaires. La kyphose ou la scoliose correspondent cette fois à des courbures du rachis dans le plan antéro-postérieur ou dans le plan latéral. Et puis souvent les deux sont associés, notamment chez des personnes âgées, c'est la kyphoscoliose. Et vous voyez là que ce patient a de l'oxygène, il a évolué vers une authentique insuffisance respiratoire. À l'inspection, vous regarderez bien sûr la dynamique respiratoire. La fréquence respiratoire normale étant de 14 cycles par minute, plus ou moins 2. On parlera de bradypnée ou de tachypnée ou de polypnée en cas d'anomalie de la fréquence de la respiration. Et puis d'hypopnée ou d'hyperpnée en cas d'anomalie d'amplitude de la respiration. Ensuite, en regardant le thorax, vous pouvez observer un volume réduit d'un hémithorax ou même d'une simple zone de thorax avec des côtes pincées en regard en cas d'atélectasie, donc sur une zone limitée de thorax, ou en cas de pneumonectomie sur l'ensemble du thorax. Et puis à l'inverse, le volume du thorax peut être augmenté avec des côtes horizontalisées si il y a quelque chose en plus dans le thorax, donc que ce soit de l'air dans la plèvre, c'est le pneumothorax, ou du liquide dans la plèvre, c'est la pleurésie. À l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, et à l'expiration, le diaphragme va remonter, c'est un phénomène passif. On va d'abord parler de deux signes de gravité que sont l'expiration abdominale active et la respiration abdominale paradoxale. Et si la remontée du diaphragme devient active, les muscles abdominaux vont être mis en jeu. Il y a une contraction de la paroi abdominale pour faciliter la remontée du diaphragme plus rapide chez le patient en détresse respiratoire. Donc on peut observer une expiration abdominale active comme cela. La respiration abdominale paradoxale, à l'inspiration, le diaphragme, encore une fois, s'abaisse et la pression dans l'abdomen augmente et l'abdomen se gonfle.
Si le diaphragme finit par s'épuiser, vous aurez toujours une augmentation du volume du thorax à l'inspiration, du fait de la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, que sont les sternocléido-mastoïdiens, les muscles intercostaux, tandis que le diaphragme fonctionne mal ou quasiment plus, et donc la pression intra-abdominale à l'inspiration n'est plus importante, le ventre ne se gonfle plus, alors que le thorax se gonfle, et donc vous avez l'impression d'une dépression de l'abdomen à l'inspiration. Alors ensuite, un signe qui n'est pas forcément un signe de gravité, c'est le signe de Hoover. Là, c'est la diminution du diamètre transversal chez le patient distendu. À l'inspiration, comme le poumon est rempli de bulles d'emphysème, le diaphragme est presque aplati, il s'abaisse peu et donc les muscles respiratoires accessoires interviennent et on a l'impression que le thorax se gonfle alors que la partie inférieure du thorax n'augmente presque pas. Donc c'est le signe de Hoover. On observe un signe de Hoover, c'est-à-dire une diminution paradoxale du diamètre transversal de la partie inférieure du thorax, c'est-à-dire les côtes flottantes, à l'inspiration. C'est un signe de distension thoracique. Ensuite, vous avez dans les signes de gravité la mise en jeu, encore une fois, des muscles respiratoires accessoires avec le tirage intercostal qui fait appel aux muscles intercostaux. La contraction des sternocléido-mastoïdiens à l'inspiration pour favoriser l'ampliation du thorax et puis le battement des ailes du nez. Vous pouvez observer aussi des volets costaux, donc en général on a un traumatisme, enfin une notion de traumatisme, donc un facteur déclenchant évident, avec un mouvement paradoxal d'une zone de thorax en regard du volet costal, donc d'une fracturation de la côte en deux sites différents, d'une ou plusieurs côtes d'ailleurs, vous allez avoir une dépression à l'inspiration de cette zone de thorax. Vous pouvez observer à l'inspection un certain nombre de signes typiques, le syndrome cave supérieur. Donc chez ce patient, vous observez un œdème du visage, un œdème des membres supérieurs, correspondant à une compression intrinsèque ou extrinsèque de la veine cave supérieure et donc une gêne au retour veineux depuis la partie supérieure du corps vers le cœur droit. Et en cas de syndrome cave, vous verrez aussi ce qu'on appelle une circulation collatérale thoracique, là aussi du fait de l'hyperpression dans la partie supérieure du réseau veineux du corps. Vous aurez aussi une cyanose de la partie supérieure du corps, donc des mains, du visage. Ensuite, la turgescence jugulaire. Vous comprenez bien que si vous avez une insuffisance cardiaque droite, la pression en amont va être augmentée, les veines jugulaires vont donc être spontanément dilatées. Et puis si vous augmentez le reflux de sang vers le cœur droit, en appuyant sur le foie, vous verrez cette veine gonflée, c'est le reflux hépato-jugulaire. Alors la cyanose, vous aurez un cours dessus, hein, c'est le caractère bleuté des téguments, des lèvres. Et puis l'hypocratisme digital qu'on peut observer. Alors il y a plusieurs étiologies possibles, ça peut être familial et ça peut se voir aussi dans certaines pathologies respiratoires comme la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc c'est ce caractère bombé en verre de montre des doigts. Alors ensuite, on va parler de la palpation. La palpation, ça consiste à poser ses mains sur le thorax du patient, le long des côtes, les doigts un peu écartés, et demander au patient de parler et de dire quelque chose d'assez sonore, alors 33 ou autre chose, tant que c'est sonore, peu importe. Dites 33. 33. On examine ensuite l'ensemble du thorax. Dites 33. On explore 33. les différentes parties du poumon. Dites 33. 33. Et puis ces vibrations vocales vont être diminuées si de l'air ou du liquide s'interpose entre votre main et puis le parenchyme pulmonaire, donc c'est le pneumothorax ou la pleurésie, la pneumonectomie ou l'emphysème à un moindre degré. Et au contraire, ces vibrations vocales vont être augmentées si le parenchyme pulmonaire en regard est plus dense, comme c'est le cas dans l'atélectasie. Puis à la palpation, vous pouvez sentir des espèces de petits crépitements sous les doigts. C'est la crépitation neigeuse qui correspond au pneumothorax ou au pneumomédiastin avec effraction d'air dans la peau en regard. Ensuite, la percussion, vous allez placer vos doigts entre les côtes, tel que sur cette photo. On vient ensuite percuter avec l'autre main de manière perpendiculaire. L'examen est bilatéral
et comparatif, on analyse l'ensemble du thorax et tous les espaces intercostaux. Alors le tympanisme, c'est que de l'air s'est interposé entre le parenchyme et la paroi. Donc cet air peut venir d'un pneumothorax ou alors simplement de bulles d'emphysème en dessous, mais là on aura simplement une hypersonorité et pas réellement un tympanisme. Et puis la matité, là cette fois du liquide s'interpose dans la plèvre, ou alors vous avez un parenchyme pulmonaire condensé en dessous, et quand vous tapez dessus, vous avez une matité. Alors l'auscultation, encore une fois, vous pouvez retrouver le son normal, c'est le son trachéal, c'est un son tubulaire plutôt expiratoire, qui peut avoir un intérêt en clinique, notamment dans le monitoring respiratoire des patients chez qui on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil, vous reverrez ça, pour savoir s'il y a des efforts respiratoires ou non lors des apnées, pour faire la différence entre les syndromes d'apnée centrale ou périphérique. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est le murmure vésiculaire. C'est un bruit essentiellement inspiratoire. Alors, typiquement, le vent qui souffle sur un feuillage. Et on va voir que ce murmure vésiculaire peut être altéré en pathologie respiratoire. Si ce murmure vésiculaire est abaissé, et vous pouvez évoquer l'emphysème, donc des bulles importantes d'emphysème prennent la place du parenchyme pulmonaire et forcément on n'entend plus passer correctement l'air dans les poumons. Si du liquide ou de l'air s'interpose entre votre stéthoscope et puis le parenchyme pulmonaire, en cas de pleurésie ou de pneumothorax, vous avez une baisse du murmure vésiculaire. Alors à l'auscultation, sans même poser votre stéthoscope, vous pouvez entendre un stridor. Le stridor, c'est un sifflement qui est lié à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Respirez bien fort. Et puis suivant la position de l'obstruction, vous pourrez dire si l'obstacle est intrathoracique ou extrathoracique. Alors ça c'est très important, avant même de faire le moindre examen. Si vous avez une dyspnée inspiratoire, vous savez que l'obstacle est extrathoracique. Alors, ça peut être, je ne sais pas, une atteinte du larynx avec un œdème de Quincke ou une tumeur dans la trachée. Vous aurez vraiment une dyspnée typique à l'inspiration. Si la dyspnée est à l'expiration, c'est que l'obstacle se trouve plus loin sur l'arbre bronchique, notamment au niveau des bronches proximales avant d'entrer dans les poumons. Donc là, vous aurez un stridor expiratoire. Ensuite, un bruit assez typique, c'est le sibilant. Donc c'est un sifflement qui correspond finalement à la diminution du calibre des bronches. Et on peut ausculter ce type de bruit lorsque le calibre des bronches est rétréci, à savoir chez un patient asthmatique lors d'une crise ou chez un patient porteur d'une BPCO en pleine exacerbation. Ensuite, le rhoncus, c'est un râle ronflant, essentiellement expiratoire, et puis qui a la particularité de pouvoir être modifié par la toux, puisqu'il correspond à la vibration des sécrétions sur la paroi qui peuvent être évacuées au moment de la toux. Alors typiquement, on entend ça dans les exacerbations de bronchite chronique obstructive du fumeur.
Ensuite, les crépitants. Donc, typiquement, c'est le bruit des pas sur la neige. C'est un bruit qui est plutôt inspiratoire, qui est, lui, à la différence du rhoncus, non modifié par la toux. Et il correspond à une ouverture brutale des bronches, très en périphérie, très en distalité du poumon, à l'inspiration, alors qu'elles sont collabées à l'expiration. Alors typiquement, une situation très fréquente où vous pourrez l'entendre, c'est l'œdème aigu du poumon, avec des crépitants plutôt dans les bases, bilatéraux, ou alors dans la pneumonie, avec cette fois des crépitants à l'auscultation en regard du foyer de pneumonie. Et puis une situation un petit peu plus rare, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, où vous aurez là des crépitants très secs, à la différence des crépitants de l'œdème aigu pulmonaire qui sont plutôt bulleux. Mais c'est une situation déjà un petit peu moins fréquente. Et puis, un bruit particulier, c'est le souffle tubaire. Donc, c'est une transmission au sein d'un parenchyme très condensé, comme on peut le voir dans une pneumonie franche lobaire aiguë, notamment la pneumonie à pneumocoque. Une espèce de bruit amphorique, on a l'impression que c'est Dark Vador qui respire dans son casque. À l'auscultation, vous pouvez entendre aussi le frottement pleural, qui correspond au frottement à la friction des deux feuillets de la plèvre, pariétale et viscérale l'un contre l'autre, du fait d'une inflammation. Donc ce bruit va être audible évidemment aux deux temps respiratoire et aboli par l'apnée, et il ne sera plus audible si l'épanchement est de grande abondance, puisque dans ce cas-là, les deux feuillets de la plèvre ne vont plus frotter l'un sur l'autre.